Alors, je suis très heureux pour cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui autour de l'histoire arabe du pétrole, de l'histoire du pétrole dans les pays arabes, qu'on peut intituler Au pays de l'or noir, comme le livre dont je suis l'auteur, d'accueillir Philippe Tristany, qui est spécialiste de l'Irak Petroleum Company, spécialiste aussi de l'histoire de l'impérialisme pétrolier en Irak. C'est le sujet de sa thèse qu'il a soutenue en 2014 et qui devrait être bientôt publiée par le Comité de l'énergie, dirigé par Alain Beltran, qu'on salue d'ailleurs amicalement. Et d'accueillir avec lui Kevin Wurstorm, qui est doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui termine actuellement sa thèse sur les entreprises françaises, notamment pétrolières, comme la CFP, et leur rapport avec les pays du Golfe. Ce qui nous permet donc d'aborder, de rentrer dans cette histoire à la fois méconnue et fascinante de l'histoire du pétrole dans les pays arabes, sujet déjà bien abordé, mais qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui sous des questions un petit peu plus différentes que ceux que l'on entend habituellement. Pour introduire cette table ronde, je commencerai par rappeler deux spécificités en fait, des pays arabes. Pourquoi est-ce qu'il y a une histoire particulière des pays arabes dans l'exploitation pétrolière? C'est d'abord la première spécificité que les pays arabes sont des tarvenus du pétrole. C'est l'expression que j'emploie dans ce livre, qui me sert à rappeler qu'au début du XXe siècle, au début de notre siècle, 90% de la production mondiale est assurée par les États-Unis, la Russie, et dans une façon vraiment minoritaire par les pays arabes, moins de 1%. C'est donc pas du tout la situation que l'on connaît aujourd'hui. Et aussi tard que les années 70, les pays arabes ne produisent en fait que moins d'un tiers de la production exportée de pétrole dans le monde. C'est donc des pays qui sont en fait qui arrivent assez tard sur le marché pétrolier, même si leur développement est particulièrement rapide. Et c'est là la deuxième spécificité que je voudrais souligner pour ouvrir cette table ronde avant de vous laisser la parole, c'est que la production du pétrole dans les pays arabes, qui arrive donc tard, on l'a dit, dans l'entre-deux-guerres, et surtout, on en reparlera après la Seconde Guerre mondiale, va coïncider avec la construction des États, au moment où, pour une partie d'entre eux, ils construisent leurs appareils bureaucratiques, administratifs, fiscaux, et pour d'autres, échappent à la colonisation. Et donc, la coïncidence entre l'exploitation pétrolière et la décolonisation va produire des États très particuliers, mais aussi des pactes sociaux, politiques très particuliers entre les États et leurs citoyens ou parfois leurs sujets. Ce qui va aussi donner lieu à des projets de communautés arabes du pétrole. Et ce que je défends dans le livre dont on parle notamment aujourd'hui, c'est que le pétrole a été un élément fondateur du nationalisme arabe dans les années 60 et jusqu'aux années 70. De nombreux projets, de nombreux intellectuels nationalistes vont faire du pétrole l'élément moteur de l'unification de leur pays arabe, avec de nombreux projets notamment économiques qui, jusqu'à aujourd'hui, ont une résonance dans l'actualité. Et je crois que l'un des pays qui illustre le mieux cette situation très particulière des pays arabes dans la production pétrolière, c'est évidemment l'Irak, sur laquelle Philippe Tristany est bien plus expert. Alors effectivement, l'Irak a une place tout à fait particulière parce que c'est un pays qui est exploré. Alors l'Iran aussi, mais l'Iran échappe à notre ère géographique aujourd'hui. Et l'architecture pétrolière qui se met en place au Moyen-Orient commence à partir du 19e siècle, mais c'est surtout après la Première Guerre mondiale que cette architecture se précise. Parce que les enjeux stratégiques liés au pétrole sont liés à la mécanisation de l'armement, des différentes armées, au moment de la guerre. Avant même le début du premier conflit, la flotte de guerre britannique passe à la chauffe au fioul et donc le pétrole devient un enjeu stratégique tout à fait majeur. Dans ce cadre-là, on a une organisation pétrolière mondiale qui va s'intéresser plus particulièrement au Moyen-Orient et encore davantage à l'Irak. Il faut savoir que donc on est dans les années 20, le marché du pétrole n'est pas un marché libre. Il est sous le contrôle monopolistique d'un petit nombre de grandes compagnies pétrolières occidentales, essentiellement américaines, puisque ce sont les États-Unis qui inventent littéralement l'industrie du pétrole. Et donc ces compagnies pétrolières, la Standard Oil par exemple, ou si on prend le cas britannique, ça peut être l'Anglo-Persian Oil Company, qui va devenir plus tard la British Petroleum, contrôle le marché pétrolier mondial, avec la Royal Dutch Shell, qui est une compagnie anglo-hollandaise. Et donc ces compagnies ont le monopole sur le pétrole, veulent le garder. L'enjeu, c'est d'abord le prix du pétrole. Ces compagnies se répartissent géographiquement
leur influence. Il y a d'ailleurs des accords qui sont en 1928 pris, c'est les accords d'Ashnakari qui sont non officiels entre ces grandes compagnies pour se partager le marché et pour contrôler les prix. Au Moyen-Orient, les découvertes du pétrole, donc 1909 déjà en Iran, par les Britanniques, et puis toujours par les Britanniques en Irak, aux environs de 1928. Donc la question de l'exploitation de l'organisation pétrolière en Irak devient une question tout à fait urgente. Et c'est à ce moment-là que se met en place un consortium pétrolier international, c'est le premier d'ailleurs, entre les compagnies occidentales, c'est l'Iraq Petroleum Company. Le premier nom, c'est la Turkish Petroleum Company, avec des intérêts britanniques et des intérêts allemands. Les intérêts allemands sont redistribués après leur défaite en 1918 par donc les Britanniques, qui confère donc ces parts à la Compagnie française des pétroles, qui est spécialement créée à cet effet en 1924. Donc 1924-1928, on a des accords de groupe qui permettent de répartir les parts de ce consortium pétrolier entre une holding américaine, la New East Development Corporation, qui comprend donc la Standard Oil et donc notamment, et puis la British Petroleum qui est majoritaire, la Compagnie française des pétroles, et puis une compagnie qui est tout à fait secondaire, qui n'a que 5% des parts. C'est la compagnie de Calouste-Gulbenkian qui a négocié ces accords donc, de 1928 et qui va d'ailleurs faire de Calouste-Gulbenkian, à son époque, l'homme le plus riche du monde. Ces accords donc, ont un espace géographique particulier, défini par les accords de la Red Line en 1928, qui comprend l'ensemble de l'ancien Empire ottoman ainsi que l'Arabie saoudite. À l'intérieur de cette ligne qui est définie par cet accord, les différentes compagnies pétrolières de l'Iraq Petroleum Company se partagent l'exploitation. Aucune d'entre elles ne peut exploiter ce pétrole sans en faire bénéficier ses partenaires. Donc, la ligne rouge de 1928 est un accord qui vise à conserver le monopole du pétrole, de la production pétrolière, qui n'a pas encore eu lieu d'ailleurs, ou très marginalement, dans cette région du Golfe. Et c'est qu'à partir donc, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il va y avoir une véritable mise en place donc, de cette architecture pétrolière et la remise en cause d'ailleurs donc, de l'accord de la ligne rouge. Et dans cet accord de la ligne rouge, donc, qui organise en fait la première production pétrolière dans les pays arabes, la France joue un rôle assez particulier, Kevin. Oui, la France en effet a été un élément moteur, avec Gulbenkian d'ailleurs, du développement des gisements pétroliers du Moyen-Orient. Tout simplement parce que, comme Philippe Tristiani l'a dit, les autres compagnies membres de l'IPC sont des majors qui disposent d'intérêts pétroliers dans les autres pays du monde, notamment dans l'hémisphère occidental. Pour l'ABP, c'est l'Iran, son principal gisement pétrolier. Donc, ces compagnies anglo-saxonnes n'ont pas un intérêt à développer immédiatement la production pétrolière des pays du Golfe Persique. Philippe Tristiani, d'ailleurs, dans sa thèse, a une expression que j'aime particulièrement bien. Il dit, et il fait noter que pour les majors, l'IPC et ses filiales sont une variable d'ajustement pour la production pétrolière mondiale. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler que la question n'est pas celle du manque de pétrole. De nos jours, on est plus en train de parler de la fin du pétrole. En 1945, le problème, c'est l'abondance de pétrole. On a trop de pétrole et les prix menacent de s'effondrer, et avec eux, donc, la rentabilité des compagnies pétrolières. D'où les compagnies anglo-saxonnes qui veulent limiter le développement de la production afin de maintenir leurs prix. À l'époque, les pays arabes producteurs de pétrole ne sont pas encore assez puissants pour s'imposer, comme ça va être le cas à partir des années 60 avec la création de l'OPEP. C'est plutôt la France qui va jouer un rôle important avec des moyens certes limités pour essayer de développer sa production. Comme Philippe l'a dit précédemment, le gouvernement français, le président du Conseil Raymond Poincaré en 1924 a pris la décision de créer une compagnie, la Compagnie française des pétroles, qui est une compagnie mixte dans laquelle l'État détient 40% du capital, afin de tirer les leçons de la Première Guerre mondiale, où en effet le gouvernement a vu l'importance du pétrole et d'assurer à la France un approvisionnement énergétique important et régulier à la France.
Or, la seule concession dont dispose la CFP, c'est la concession de l'IPC et donc de ses filiales dans le Golfe Persique. Elle a donc intérêt à développer un maximum ses concessions pétrolières pour avoir du pétrole à des tarifs très avantageux, car évidemment, dans l'organisation de l'IPC, chaque compagnie touche du pétrole à prix coûtant, c'est-à-dire simplement en prenant en compte le coût de production. Donc c'est autant de pétrole que la France n'aura pas acheté sur les marchés internationaux, ce qui permettra de limiter le déficit de sa balance commerciale. D'où, dès les années 30 et jusqu'en 1950, une action très importante de la Compagnie française des pétroles, de son premier président Ernest Mercier, puis de son successeur Jules Mény, et enfin, après la Seconde Guerre mondiale, de Victor de Metz, pour pousser la production au maximum de pétrole. On le voit très bien en Irak, on le voit très bien également au Qatar, dont le pétrole a été le gisement de Duncan a été découvert en 1938 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais où la guerre a malheureusement retardé l'exploitation. En 1947, Victor de Metz fait pression sur les Britanniques en se rendant directement sur place. Il fait plusieurs voyages, notamment au Qatar, où il va dans les champs pétroliers, où il va sur place gérer une partie de la mise en exploitation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard, que les Français voient que les Britanniques sont un peu réticents à développer la production. Et Victor de Metz n'hésite absolument pas à venir sur place pour faire pression dans les champs pétroliers auprès des ingénieurs britanniques pour développer la production et suivre le programme de production. Et il est intéressant de noter, si on prend le cas irakien, le Premier ministre irakien Nouri Saïd de l'époque, malgré les tensions qu'il y a avec la France après-guerre à propos de l'évacuation des mandats de Syrie et du Liban, est très reconnaissant à l'action de la Compagnie française des pétroles qui vise à augmenter la production irakienne, puisque évidemment pour l'Irak, qui dit plus de production, dit plus d'argent, puisque le gouvernement irakien reçoit une partie, un pourcentage du volume total extrait de bénéfices à titre de royalties. Je crois que tu as tout à fait raison de rappeler donc, qu'effectivement jusqu'en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays arabes ne sont pas des pays producteurs qui pèsent en tout cas dans la production et dans l'organisation de la production à l'échelle mondiale. C'est ce qui change après la Seconde Guerre mondiale, d'une part parce que tu as cité l'exemple du gisement de Dukhan à Qatar, donc découvert en 1938. On découvre des gisements importants et ils sont mis en exploitation de façon accélérée après la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas dans l'ensemble des pays arabes, qui fait que d'abord les pays arabes se retrouvent à être des producteurs de plus en plus importants. Et d'ailleurs les découvertes et la mise en production continuent et s'accélèrent après la Seconde Guerre mondiale. Et puis deuxièmement, le deuxième phénomène qui se produit après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'organisation à l'échelle arabe, l'échelle politique, on pourrait le dire, de cette production, qui fait que les pays arabes se mettent aussi à peser non seulement économiquement, en hydrocarbures, mais aussi politiquement dans la production et le face-à-face, parfois la concurrence ou les négociations compliquées avec les compagnies pétrolières. Alors, cela, on le voit très bien avec l'exemple de l'Arabie Saoudite. C'est seulement au tout début des années 1950 que les revenus du pétrole en Arabie Saoudite commencent à dépasser ce qui était jusque-là le premier revenu de la monarchie saoudienne, les taxes ou les paiements faits par les pèlerins qui arrivent lors du pèlerinage. C'est le cas dans l'ensemble des pays arabes. C'est à ce moment-là que la part tirée des hydrocarbures ou des revenus de la vente d'hydrocarbures commence à être le premier élément dans la composition des budgets, et notamment des devises ramenées étrangères dans les pays arabes. Le deuxième élément donc, des années de l'après-guerre, c'est aussi que les premières compagnies nationales commencent progressivement à être créées. Ça intervient dans les années 1960 en particulier. Le cas le plus connu pour nous Français, c'est le cas de la Sonatrach, 1963, à peine un an après l'indépendance en Algérie, qui est une réussite industrielle et économique, puisqu'en l'espace de moins d'un an, les Algériens arrivent à prendre le contrôle de leur gisement, des opérations d'extraction, de production, et puis on le verra ensuite, on en reparlera dans les années 70, de la commercialisation et de l'acheminement du pétrole. C'est le cas en Irak, on va en reparler, j'imagine, dans un instant, avec la création de l'INOC, l'Iraq National Oil Company, donc, dont Philippe Tristani va nous parler probablement dans quelques instants. Le troisième élément de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est aussi, j'en avais un peu parlé en introduction, l'organisation politique des pays arabes. Après la Seconde Guerre mondiale est créée ce qu'on appelle la Ligue des États arabes en 1945. Et on oublie souvent que la Ligue des États arabes a, dès la fin des années 40, commencé à mettre en place des petits groupes d'experts pétroliers pour justement examiner les affaires
pétrolière à l'ensemble des pays arabes. Preuve d'une conscience de plus en plus aiguë de l'enjeu et de l'importance de ces affaires dans le développement économique et l'indépendance économique et politique des pays arabes. Ce n'est pas un hasard si toutes ces réunions ont lieu au Caire, le grand lieu du nationalisme arabe dans les années 50 et surtout ensuite avec la publicité que va lui donner Nasser. C'est dans les années 50 que la Ligue des États arabes crée ce qu'on appelle le Bureau du pétrole avec des experts qui vont se réunir, des experts dont les noms sont de plus en plus connus. J'en cite un et plusieurs dans mon livre, mais Abdallah Al-Tariki en est l'un des principaux. Et c'est lui d'ailleurs qui va créer l'OPEP en 1960. Ce Bureau du pétrole va ensuite émettre l'idée de congrès à l'échelle du monde arabe où vont se réunir des participants, des centaines de participants, non seulement du monde arabe, mais en plus des pays qu'on va associer à la lutte contre les grandes compagnies pour obtenir des prix plus rémunérateurs, le Venezuela, mais aussi l'Iran, qu'on va associer dans ces congrès, des représentants des compagnies occidentales aussi. Puis ensuite, à partir de ces congrès du pétrole qui rassemblent régulièrement les experts, les participants, les industriels et les ingénieurs, va émerger l'idée d'une communauté à l'échelle des pays en développement et des pays non occidentaux. C'est ce qui va donner l'OPEP en 1960, créé à Bagdad lors d'un congrès, d'un sommet des ministres arabes du pétrole, précisément dans un contexte où il faut lutter pour obtenir des meilleurs prix du pétrole. C'est ce qui mène les pays arabes à prendre progressivement possession et contrôle en fait de leurs propres ressources, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue politique. Et là encore, l'Irak est un pays dont le modèle est pionnier à bien des égards, Philippe. Oui, alors l'Irak, dans les années 1960, depuis 1958, depuis le 14 juillet 1958, on peut parler d'une Irak révolutionnaire avec l'arrivée au pouvoir d'Abdelkarim Qassem, qui a une vision du pétrole, en tout cas de la place de l'Iraq Petroleum Company, l'IPC dans son pays, qui ne correspond pas à celle des autorités précédentes. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit de retrouver la souveraineté sur les ressources naturelles irakiennes. Ça, c'est un enjeu fondamental pour le développement du pays. Il faut savoir que les compagnies pétrolières font la pluie et le beau temps en matière de production. Et elles n'ont pas de compte à rendre au pays véritablement. À part les accords de redevance qu'elles doivent et qui alimentent le budget de ces pays, les compagnies n'ont pas à justifier les quantités produites, voire même les prix produits. Et ça crée évidemment des tensions énormes avec, je ne parlerai pas de pays producteurs, mais de pays hôtes à ce moment-là, qui eh bien, sont complètement, comment je pourrais dire, complètement contrôlés par ces compagnies concessionnaires qui ont des concessions pour 75 ans, voire un siècle, sur l'ensemble du territoire irakien. L'Iraq Petroleum Company a 2 filiales, c'est la Basra Petroleum Company au sud, et puis au nord, la Mossoul Petroleum Company. Ces trois compagnies possèdent la quasi-totalité du pays en termes de concessions pétrolières. Donc, le gouvernement irakien est totalement étranger à la principale source de revenus de son pays. Et ça, pour Qassem, c'est absolument inacceptable. Dans une perspective révolutionnaire, dans une perspective aussi révolutionnaire panarabiste également, puisque l'Irak a également la prétention, comme Nasser, de se placer à la tête donc, de la nation arabe. Et pour ce faire, eh bien, il faut des moyens, il faut donc arriver à contrôler les revenus. Comme il ne peut pas y avoir d'accord, malgré des négociations qui durent extrêmement longtemps avec l'IPC, l'Irak révolutionnaire décide de passer donc à l'action et en décembre 1961, c'est la loi 80 qui est édictée et qui va priver l'IPC, qui va littéralement nationaliser 99,5% de la concession de l'IPC. En d'autres termes, l'IPC est ramené au champ pétrolier qu'elle exploite véritablement. Puisque, et Kevin l'a très bien dit, l'enjeu pour l'IPC, à travers ses actionnaires qui sont donc ces majors anglo-saxonnes principalement, c'est de limiter la production irakienne de façon à ce qu'il n'y ait pas un surplus de pétrole sur le marché mondial, de façon à maintenir leurs bénéfices extrêmement élevés. Objectif qui va totalement à l'encontre des intérêts de l'Irak. Donc cette nationalisation, en tout cas des territoires que possède l'IPC, est un fait sans précédent dans l'histoire pétrolière du monde arabe. C'est donc l'Irak qui est en pointe dans cette revendication. Par contre, évidemment, l'idée c'est comment va faire l'Irak pour exploiter ces territoires qui ont été soustraits à l'influence de l'IPC.
c'est la création donc de l'INOC, l'Iraq National Oil Company, qui est donc une compagnie nationale à qui est confiée donc à partir de sa création en 1961 eh bien, l'exploitation des gisements potentiels sur les territoires confisqués. Or, l'INOC n'a absolument pas les moyens, n'a pas l'expertise, n'a pas les moyens technologiques pour procéder à cette exploitation. Donc l'Irak va choisir d'internationaliser le problème qu'elle rencontre avec l'IPC en poussant à la création d'un organisme de coordination des productions pétrolières et en tout cas de coordination des prix pétroliers, puisque les majors ont tendance à monter les pays producteurs les uns contre les autres de façon à garantir leur mainmise sur l'ensemble des prix pétroliers de la région. Et donc en 1961, à Bagdad, est créée donc l'OPEP, c'est donc cette organisation des pays producteurs donc de pétrole qui sert à maintenir coûte que coûte des prix qui paraissent en cohérence avec la valeur des hydrocarbures. Puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes donc au début des années 1960, le litre de pétrole coûte moins cher qu'un litre d'eau minérale. Et donc pour les pays pétroliers, c'est tout à fait inacceptable puisque c'est leur principale richesse nationale. Kevin Wurstorm, les entreprises françaises, comment réagissent-elles justement à cette concurrence, ou en tout cas négociation de plus en plus agressive de la part des pays comme l'Irak, ou d'une façon moins agressive de la part des pays du Golfe? Assez paradoxalement, pour le gouvernement français de l'époque, c'est un avantage. Notamment, le général de Gaulle était très critique à l'égard de la CFP, qui considérait trop proche des intérêts anglo-saxons et qui donc ne développait pas assez la production des gisements dont elle faisait partie en tant que concessionnaire. Et il a voulu donc créer une autre compagnie nationale puissante pour porter une politique plus ambitieuse, plus agressive contre les anglo-saxons. Et c'est ce qui va donner naissance, en effet, au regroupement de différentes sociétés qui va donner naissance à l'ERAP, qui va le futur groupe ELF. Et pour le général de Gaulle, très clairement, la loi 80 est une possibilité pour la France. La CFP était limitée donc dans la loi 80, donc, oui. Adoptée en Irak, voilà, pour reprendre possession de... est une opportunité pour la France que ELF doit saisir. La CFP est contrainte dans ses actions puisqu'elle fait partie de l'IPC. Elle ne peut pas prendre des parts dans les gisements dans les territoires qui ont été cédés à la prospection par l'IPC. Les anglo-saxons verraient d'un très mauvais œil que la CFP reprenne ces territoires-là pour explorer le pétrole et, si on découvre du pétrole, l'exploiter. D'où l'intérêt d'ELF. Dirigé par Pierre Guillaumat, ELF n'a aucune obligation vis-à-vis des majors anglo-saxons avec lesquels la CFP est liée dans l'IPC. On a donc ici une opportunité que Pierre Guillaumat va essayer de saisir, d'autant plus que le modèle irakien va être suivi dans d'autres pays. Dans les Émirats, les dirigeants locaux vont également demander aux filiales de l'IPC, la Qatar Petroleum Company, etc., vont demander donc à l'IPC, à ses filiales, de céder une partie de leurs concessions aux États autres, afin que ceux-ci puissent les redistribuer à d'autres compagnies et donc ainsi qu'il y ait une plus grande concurrence. Et là va se poser une question. Avec ces territoires acquis, que faire? Quel contrat proposer aux nouvelles entreprises? On vient d'abandonner le système concessionnaire qui a été critiqué comme une forme de néocolonialisme. Philippe Tristany l'a très bien dit, c'est des contrats où les compagnies faisaient ce qu'elles voulaient sans rendre aucun compte. Il faut donc créer un nouveau type de contrat. Ce nouveau type de contrat, ça va être ce qu'on va appeler le contrat d'agence, créé par un Italien, Enrico Mattei, président de l'ENI, qui justement voulait gagner des parts de marché contre les majors et donc qui a eu l'idée de proposer
plus d'avantages aux pays producteurs. Et les pays producteurs vont évidemment tendre cette main-là pour essayer de gagner en puissance. Ils ne sont pas encore assez puissants pour mener seuls leur propre politique. Ils ont besoin du soutien de partenaires. Les majors étant très largement critiqués, il faut en trouver d'autres. On va trouver des compagnies moins puissantes que les majors, les compagnies nationales des pays consommateurs, japonaises, allemandes, italiennes comme Lini ou françaises avec ELF. D'où la création d'un nouveau type de contrat, le contrat d'agence. Ce n'est pas une concession. L'État cède des territoires d'une superficie beaucoup plus petite que les anciennes concessions. Les concessions à l'époque de l'IPC, ça reprenait l'intégralité du pays. Donc on a des concessions beaucoup plus petites où un nouveau type d'accord se met en place. La compagnie à qui le pays hôte cède la concession a l'intégralité de la charge de la prospection à son compte. Si jamais elle découvre du pétrole, le gisement pétrolier découvert va être exploité en partenariat avec les compagnies nationales créées dans les pays producteurs sur le modèle de l'INOC, de la compagnie nationale irakienne. Se mettra donc en place une exploitation en partenariat avec la compagnie étrangère et la compagnie nationale du pays hôte, avec un partage de la production pétrolière. On a ainsi, dans les années 60, un nouveau système qui se met en place, qui fait que bien avant le choc pétrolier, le système des concessions est déjà remis en cause, voire même daté dans la majorité des territoires du Moyen-Orient. Et comment réagissent ces entreprises au choc que représente 1967, notamment donc l'embargo en particulier? Voilà. Alors pour 1967, ça va être également une opportunité pour beaucoup d'entreprises de montrer des gages d'amitié vis-à-vis des pays arabes. Et là, évidemment, on pense au cas français, où le général de Gaulle prend la décision donc, de faire un boycott de geler les envois d'armes à Israël, en signe d'ouverture vis-à-vis des pays arabes. Il est intéressant de noter que là, en réaction à ce choix stratégique, les pays arabes vont mettre en avant une politique qui va avantager les compagnies qui suivent une politique pro-arabe dans le conflit israélo-arabe et donc vont créer de préférence des contrats avec les compagnies des pays amis. Et on le voit notamment dans le cas de l'Arabie Saoudite, où les discussions entre ELF et l'Arabie Saoudite, qui étaient gelées à propos de l'accord sur une concession pétrolière, ont eu un coup de boost et ont pu aboutir, suite à la guerre, dès 6 jours. Malheureusement, la concession, le territoire concédé, il n'y avait pas de pétrole dessus, donc le partenariat ne s'est pas fait. Mais on voit très bien comment les questions politiques, ici, le conflit israélo-arabe a permis de créer un coup de pouce pour les intérêts des pays amis. Là, j'ai pris le cas français, mais on le voit avec d'autres pays également. C'est vrai qu'incontestablement, la guerre des 6 jours, donc en 1967, est un tournant dans la façon dont les pays arabes vont percevoir leurs propres ressources en hydrocarbures, l'utiliser et du coup mettre en place des rapports nouveaux avec les pays consommateurs en particulier. C'est un tournant à 3 égards, je dirais. Le premier tournant, c'est que c'est la première fois que l'arme pétrolière est véritablement utilisée, puisque en 1948, un premier embargo avait été mis péniblement en place, mais n'avait pas vraiment réussi à faire pression, en particulier sur les grands pays consommateurs ou les grandes compagnies. En 1967, là, l'embargo est assez bien suivi. C'est pas le niveau de 1973, mais on met déjà en place un embargo. Même s'il est contourné assez rapidement dans les mois suivants, on a une première unité arabe qui permet de faire du pétrole à l'échelle du monde arabe, c'est-à-dire des pays producteurs et non producteurs, un instrument de pression sur les grandes compagnies et sur les grands pays occidentaux qui sont censés gérer l'ordre du monde encore à l'époque. C'est aussi un tournant parce que c'est à ce moment-là que, et c'est le deuxième point, on voit se mettre en place une impression en fait, de camp ou d'une bipolarisation dans le monde arabe. Entre d'un côté des pays plutôt révolutionnaires, on a cité largement l'Irak, et à un certain égard avec l'Égypte, un pays meneur dans ce camp révolutionnaire, et puis le grand pays révolutionnaire dans l'utilisation du pétrole. L'Algérie, on a évoqué justement la Sonatra qui, il y a quelques minutes, créée en 1963, juste après l'indépendance, et puis la Libye d'après 1969, et notamment Muammar al-Kadhafi qui va être un champion dans l'utilisation des petites compagnies contre les grandes, en faisant pression sur les petites compagnies pour amener à faire céder ensuite les grandes, notamment dans l'obtention de meilleures conditions d'exploitation et de rémunération du pétrole. Ce que je souligne moi dans mon livre, c'est qu'en fait ces deux camps ne sont pas si opposés et si distincts l'un de l'autre, puisque au moment même, on va en reparler un petit peu après, les pays révolutionnaires, donc la Libye d'après 69, pas d'avant 69 mais d'après 69, l'Irak,
et l'Algérie, les 3 pays principaux de ce camp dit révolutionnaire, vont entamer des renégociations assez agressives avec les grandes compagnies. Et plus tard, en fait même assez rapidement, s'amener ou se diriger vers des nationalisations. Elles sont soutenues par le camp ou des pays réputés conservateurs comme le Koweït ou comme l'Arabie Saoudite, qui mettent en place des instruments d'aide financiers, de transit du pétrole, ou qui vont au contraire s'empêcher d'augmenter leur propre production pour compenser les moyens de pression qu'auraient pu utiliser l'Algérie, la Libye et l'Irak. Le troisième point pour lequel c'est un tournant, c'est que à côté de l'OPEP, va se créer une organisation qui aujourd'hui est un peu oubliée parce qu'elle n'est plus très efficace et que ça, d'une certaine manière, correspond à un petit conciliabule de ministres, mais qui a été vraiment efficace à un moment, c'est l'OPAEP. Donc non pas l'OPEP, qui est créé en 1960, mais l'OPAEP, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, qui au début ressemble à un club de monarchie, il faut bien le dire, en 68, qui est censé reprendre la main un peu sur l'arme diplomatique qu'est le pétrole. C'est-à-dire en gros, la monarchie libyenne, on est en 68, avant le coup d'État, l'Arabie Saoudite et le Koweït créent un petit club, mais qui représente à l'époque les 3 premiers producteurs arabes de pétrole, pour unir à la fois leurs intérêts, leurs négociations sur les prix et la renégociation des concessions, et éviter que des pays révolutionnaires ne prennent la main dans les négociations ou ne prennent le dessus dans la façon dont le pétrole va être ensuite utilisé à l'échelle du monde arabe. Très rapidement, en fait, l'OPEP des années 70 va s'ouvrir aux pays révolutionnaires. Et là, encore une fois, on voit que les 2 camps ne sont pas si distincts l'un que l'autre. En revanche, ce qui va plus polariser les pays arabes, et ce qui va introduire parfois des dissensions entre eux, et même parfois une concurrence, on peut en parler, c'est la question des nationalisations. Là, il y a vraiment des différences de stratégie, des différences de culture politique qu'on ressent encore jusqu'à aujourd'hui dans le rapport à l'État, dans la façon dont l'économie est gérée, je veux dire aujourd'hui dans les années 2010 et 2020. Et la nationalisation est vraiment un enjeu qui va séparer ou qui va distinguer pendant quelques années les pays arabes dans leur approche du pétrole. Philippe, tu pourrais peut-être donc développer en particulier le cas de l'Irak, parce que c'est l'un des plus connus avec l'Algérie dès 71. Tout à fait. La nationalisation de l'Iraq Petroleum Company a lieu le 1er juin 1972. Alors, l'Algérie est plus précoce dans la nationalisation donc, de son industrie pétrolière, mais il y a une logique particulière avec l'Irak. J'ai dit tout à l'heure que dans les années 60, début des années 1960, le gros problème de l'Irak, c'est l'expertise dans le domaine de l'exploration, la production et la commercialisation de son pétrole. J'ai dit que l'INOC était donc tout à fait inopérante à ce moment-là. D'où la nécessité de trouver des partenaires qui, d'abord, permettraient de conférer cette expertise au pays même, à l'Irak même, et puis assurer des débouchés aussi au pétrole irakien, qui seraient ainsi dérivés des grandes compagnies concessionnaires. Or là, il y a quand même un traumatisme. C'est le traumatisme de 1951 avec l'Iran, avec la nationalisation par le docteur Mossadegh des avoirs de l'anglo-iranienne Petroleum Company, qui, pour la première fois, marque déjà cette volonté de nationalisation des pétroles. Or, ce pétrole est considéré par les majors comme un pétrole rouge. L'expression veut dire que ces majors vont mettre en place un embargo contre les tentatives d'exportation de ce pétrole iranien. Donc, la problématique pour l'Irak, c'est donc de reprendre en main ces gisements, mais en même temps de garantir des débouchés pour ce pétrole qui ne passerait plus par le biais de l'IPC. Ce qui explique que dans la décennie 1960-1970, l'Irak va se rapprocher, notamment avec l'arrivée du parti Baas au pouvoir, et Saddam Hussein, qui est vice-président à ce moment-là, va se rapprocher de l'Union soviétique. L'Union soviétique, qui est dans une perspective de guerre froide, va offrir cette expertise technologique à l'Irak et va offrir ses services pour développer des champs pétroliers qui se trouvent dans les zones qui ont été nationalisées par la loi 1980. L'enjeu notamment, c'est un super champ pétrolier qui a été découvert dans le sud du pays au début des années 1950, c'est le champ de Rumaila qui pourrait garantir donc les exportations commerciales de l'Irak sans passer par l'IPC. Et ce qui permettrait donc à l'Irak, par la même occasion, de faire pression sur l'IPC pendant les négociations. Cette aide soviétique va, de fait, permettre à l'Irak d'exploiter commercialement le champ de Rumaila. Donc, à partir du moment où il y a cette expertise pétrolière, où il y a les débouchés, parce que l'URSS donc propose à l'Irak d'écouler son pétrole dans l'Europe de l'Est, dans le bloc soviétique.
Ce qui permet donc à l'Irak de s'affranchir des menaces de l'IPC et d'un boycott éventuel. À partir de ce moment-là, l'Irak est donc en position de force. Et donc, le 1er juin 1972, c'est la loi 69 qui nationalise l'Iraq Petroleum Company. Il faut bien comprendre que c'est un gant qui est jeté à la face de l'ensemble de l'industrie pétrolière occidentale, puisque je vous rappelle que les principaux partenaires de l'IPC, ce sont les majors anglo-américaines. Et donc la dimension ici, c'est bien la réappropriation de cette souveraineté pétrolière nationale par l'Irak, ce qui va avoir des conséquences tout à fait significatives, même si la nationalisation donc, des filières de l'IPC se terminera aux environs de 1975. Alors évidemment, à cette dimension de la nationalisation pétrolière, il va y avoir une alternative proposée par d'autres pays qui vont être plutôt la participation aux intérêts de ces grandes compagnies pétrolières, comme on peut le voir par exemple dans le Golfe, comme Kevin va évoquer ce thème maintenant. Oui, c'est particulièrement intéressant de voir comment le modèle irakien va être réapproprié par les pays du sud du Golfe Persique. Du point de vue de leur opinion publique, il paraît en effet impossible de ne pas réagir. Le gouvernement irakien, en effet, se vante après avoir gagné son indépendance politique face aux Britanniques, d'avoir dorénavant obtenu son indépendance économique et d'avoir retrouvé sa pleine et entière souveraineté. Donc du point de vue de l'opinion publique arabe, la réaction des autres pays paraît évidente. Sauf que le modèle, la stratégie irakienne, comme Philippe l'a dit, connaît des limites. Les pays arabes n'ont pas en effet à cette époque les moyens d'exploiter seuls les gisements pétroliers qui viennent de nationaliser. Le partenariat soviétique pour les Émirats et les Saoudiens n'est absolument pas envisageable. L'URSS est vue comme une puissance ennemie athéiste qui d'ailleurs n'a pas de représentation diplomatique dans la majorité de ces pays-là. Il faut donc trouver une autre solution. Et la solution qui va être trouvée, ça va être non pas une solution radicale qui est de nationaliser, mais une solution progressive, celle de la participation qui est portée par Jackie Yamani et l'Arabie Saoudite comme modèle, qui est portée comme un modèle plus modéré, qui est d'organiser une phase de transition, c'est-à-dire que les États producteurs vont acquérir une participation dans les concessions concernées et vont travailler en collaboration avec les consortiums pétroliers pour exploiter ces gisements-là. Dans l'idée, ça paraît moins radical, donc les compagnies pétrolières conservent une partie des bénéfices très importantes et de la production, au lieu de voir le risque de devoir entièrement nationaliser leurs concessions. Donc c'est une solution beaucoup plus avantageuse pour les compagnies pétrolières que la nationalisation. Et du point de vue des pays producteurs, ça permet d'éviter tout boycott comme l'Irak a subi pour les exportations de pétrole, donc de maintenir leurs ressources pétrolières. Et en même temps, il est prévu dans ces accords de participation, ce qui est le point essentiel, de former la main-d'œuvre locale, donc de former des Saoudiens, des Émiratis, pour devenir des ingénieurs dans l'industrie pétrolière, avec l'idée, d'ici une dizaine d'années, que ces pays producteurs puissent entièrement satisfaire l'exploitation de la production avec une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est assez intéressant car on voit notamment à partir de ce moment-là une internationalisation dans les politiques de formation. Jusqu'alors, c'était dans les Émirats, la Grande-Bretagne, en Arabie Saoudite, les États-Unis qui avaient un peu le monopole. Les quelques élites locales qui étaient formées à l'ingénierie pétrolière partaient donc en Arabie Saoudite, dans les grandes universités américaines et dans les Émirats britanniques. À partir de ce moment-là, on voit une internationalisation de la formation avec différents pays européens, notamment l'Allemagne, mais également la France, avec l'Institut français du pétrole, qui va notamment signer avec Jackie Hamadi en Arabie Saoudite un accord de formation du personnel saoudien qui va permettre... Cher Ahmed Zaki Hamadi, donc c'était le ministre du pétrole, oui, le ministre, en Arabie Saoudite. Le ministre du pétrole saoudien qui était l'instigateur de cette stratégie de participation, signe avec la France un accord avec l'Institut français du pétrole, plus précisément un accord de formation
de son personnel, avec l'idéal donc de maintenir de bonnes relations avec les compagnies pétrolières sur le moyen terme et de former pour autant la main-d'œuvre afin que sur le long terme, les États producteurs soient autonomes et puissent exploiter par eux-mêmes le pétrole sans couper radicalement les ponts avec les compagnies pétrolières qui gardent la main sur l'aval du marché pétrolier, c'est-à-dire les débouchés. Oui, parce que dans la presse, dans la télévision et dans l'ensemble des pays arabes, au fond, les nationalisations ou la prise progressive de participation est vécue comme une deuxième indépendance. En fait, une indépendance économique après l'indépendance politique qui a souvent précédé largement l'indépendance, la fin des protectorats dans les pays du Golfe ou la décolonisation, notamment dans les pays du Maghreb. D'ailleurs, les dirigeants prennent un soin d'ailleurs important de souligner cette coïncidence. Je rappelle que Kadhafi, par exemple, lorsqu'il nationalise en 1971 une première partie de l'industrie pétrolière, notamment l'industrie britannique en Libye, le fait, dit-il, en réaction à la cession à l'Iran des petites îles du Golfe, Grande Tombe, Petite Tombe. Et en 1973, lorsqu'il va nationaliser le reste des industries britanniques, il le fait le jour anniversaire de son coup d'État, pour bien souligner la coïncidence entre l'indépendance, etc. La première station-service de la Sonatra inaugurée en Algérie est inaugurée un 8 mai, le jour anniversaire donc des grandes manifestations de 1945 qui sont souvent vues, à juste titre, comme une première manifestation d'indépendance ou indépendantisme vis-à-vis de la France. C'est ce qui fait que dans les années 70, le développement extraordinaire des pays arabes, quoi qu'on en dise ensuite sur ses répercussions, ses conséquences néfastes ou ses échecs, est vécu comme une période à la fois inouïe, mais aussi une période profondément perturbante pour toutes les sociétés qui accèdent à une modernité, à des biens de consommation sans aucune difficulté, à un développement d'infrastructures inégalé. Des ministres que je cite dans le livre disent qu'on avait même du mal à gérer l'afflux de revenus qui arrive dans les années 70, et en particulier après ce qu'on appellera le choc de 73. Ce choc de 73 est une nouveauté pour nous, pays consommateurs, en France. C'est une expression qui est beaucoup moins acceptée par les pays arabes. D'abord parce que, comme vous l'avez tous les deux très bien expliqué, ça fait maintenant 10 ans que les pays arabes sont engagés dans des négociations pour revaloriser les prix du pétrole, pour renégocier les termes des concessions, qui font qu'en 1973, les mesures décidées par les pays arabes, donc d'imposer une régulation de la production pour obtenir des meilleurs prix, ce qu'ils distinguent de l'embargo, n'est pas une nouveauté ni un choc de leur point de vue. Au contraire, adopter l'expression de choc pétrolier reviendrait pour les pays arabes, et les ministres s'en défendent dès 1973, à porter la responsabilité d'un dérèglement en fait, du marché pétrolier que eux attribuent en fait aux politiques économiques et énergétiques des pays consommateurs, les États-Unis et l'Europe en particulier. Pour eux, 73, c'est juste une accélération en fait, dans un développement qui a commencé depuis maintenant quasiment une génération et qui permet effectivement de changer complètement le paysage des pays arabes et notamment dans l'offre de services auxquels vont avoir accès les populations, hôpitaux, routes, écoles, formation à l'étranger, comme l'a évoqué Kevin dans le cas des ingénieurs, notamment pétroliers. En fait, le tournant pour les pays arabes, ce n'est pas à 73, ce qu'il est pour nous, pays consommateurs, c'est le contre-choc pétrolier qui intervient à partir de 81-82, le moment où les cours du baril commencent à ralentir, et après 82 et surtout 85-86, à chuter. C'est ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier. Et là, à la différence de l'expression de choc pétrolier, l'expression est reprise par les experts arabes. Là, pour le coup, ils l'assument. C'est un choc complet parce qu'on passe, en l'espace de 5 ans, en fait, d'une période de prospérité que, d'ailleurs, en arabe, on désigne sous le nom de tafra, ça veut dire l'explosion, en fait, le saut, le bond en avant, à un épisode d'austérité dans l'ensemble des pays arabes, où l'endettement non seulement devient de plus en plus grave, mais aussi de plus en plus insupportable. Les taux d'intérêt se renchérissent, les projets d'infrastructure sont annulés ou ralentis, et des jeunes qui ont grandi dans l'opulence se retrouvent arrivés à la maturité au moment où les emplois diminuent, le chômage augmente, et les pays arabes eux-mêmes s'endettent. C'est un renversement complet qui, à bien des égards, explique aussi toutes les perturbations politiques que vont connaître les pays arabes à partir de la fin des années 80 et dans les années 90, même si on ne peut pas, évidemment, réduire les manifestations politiques en Algérie ou islamistes aussi dans les pays du Golfe à le seul déterminant économique. En tout cas, le véritable choc intervient en fait dans les années 80 pour tous ces pays qui ont construit leur prospérité et leur développement sur les revenus pétroliers et se retrouvent tout d'un coup privés de ce qui était leur principale source de revenus et leur principal espoir de développement. Cette instabilité, au fond, se poursuit quasiment jusqu'au début du XXIe siècle, puisque les cours du pétrole restent instables et très souvent à la baisse.
ou en tout cas stagne jusqu'à la fin des années 90. Il faut attendre 99, 2000 pour retrouver une tendance à la hausse des pays, pour les pays producteurs de pétrole dans le monde arabe. C'est aussi ce qui explique le changement complet en fait, de paysage pétrolier, de production pétrolière au début des années 2000, avec le retour aussi de nouvelles puissances pétrolières qu'on avait un peu oubliées, puisqu'on parle des pays arabes maintenant depuis un petit bout de temps, les États-Unis en particulier, Philippe, et vis-à-vis de l'Irak. Oui, tout à fait. Et cette multiplication des pays producteurs de pétrole fait voler en éclats les tentatives de panarabisme. Cette unité arabe autour du pétrole n'a vécu qu'un temps, avec la diversification des sources donc, de production. Il n'y a plus d'unité possible. Et on le voit bien déjà, comme tu l'as évoqué, les tensions qu'il y a entre les différents pays arabes face au contre-choc pétrolier entraînent des réactions très individuelles en définitive. Et les États-Unis, qui ont été donc importateurs nets de pétrole depuis environ 1947, début de la guerre froide d'ailleurs, et bien pour quasiment la première fois de l'histoire contemporaine, en tout cas pour le XXIe siècle, deviennent exportateurs nets avec le pétrole non conventionnel, les hydrocarbures donc non conventionnels, avec la technologie donc de fracturation hydraulique, ce qu'on appelle communément le gaz et le pétrole de schiste, qui permet aux États-Unis de bouleverser totalement le marché. Parce que l'exportation, d'abord, les États-Unis ne deviennent pas autonomes sur le plan énergétique, mais ce pétrole et ce gaz de schiste permet d'alimenter donc le marché intérieur et d'exporter. Donc, nouveau coup dur pour les pays arabes exportateurs de pétrole, puisque cette quantité de pétrole qui vient alimenter le marché entraîne une nouvelle baisse et un phénomène particulier d'ailleurs, plutôt que de restreindre leur propre production de pétrole, l'Arabie Saoudite en particulier décide de mener une guerre des prix et continue donc à ouvrir pleinement les vannes de la production pétrolière de façon à concurrencer ce pétrole de schiste dans l'espoir de le rendre non concurrentiel. Ce qui met en grande difficulté les autres pays exportateurs de pétrole, pour qui le pétrole reste quand même la ressource essentielle des revenus de l'État. Du coup, on a une situation qui est très chaotique sur le marché du pétrole. Des prix qui s'effondrent. Cet effondrement avec la crise de 2008 donc, se confirme. Pour la situation irakienne, eh bien, l'Irak disparaît en tant que grand pays exportateur de pétrole. Le rêve du parti basse de Saddam Hussein d'être un leader du monde arabe eh bien, a disparu déjà dès les années 80. La guerre avec l'Iran entre 1980 et 1988 a provoqué l'effondrement donc, de la production irakienne. Les suites de l'invasion du Koweït en fin 1990, début 1991. Et puis la nouvelle guerre de 2003, l'occupation par les Américains et leurs alliés, eh bien, désorganise totalement l'organisation pétrolière irakienne. Mais on voit bien que l'Irak n'est plus, la production irakienne n'est plus, comme au temps des années 50, 60, 70, une variable d'ajustement, puisque l'Irak qui ne produit plus autant de pétrole n'enraye pas la chute des cours. Avec une deuxième problématique, c'est le terrorisme international, avec l'implantation donc de Daesh sur le sol irakien, à cheval sur le sol syrien, au cri de Abba Sykes-Picot pour les fameux accords de 1916 qui étaient signés entre les Britanniques et les Français et qui prévoyaient donc l'instauration donc de leur mainmise sur cette région de la Mésopotamie. Là aussi, contribue à la désorganisation complète de la production pétrolière, en tout cas pour l'Irak. Le superchamp pétrolier de Kirkouk, qui a été à l'origine même de la réalisation de l'Iraq Petroleum Company, est confisqué par Daesh, qui va s'en servir pour avoir une place dominante dans le djihad et financer ces opérations terroristes. Sans compter les questions également internes à l'Irak, avec la problématique kurde, par exemple, les Kurdes qui revendiquent depuis très longtemps également le superchamp de Kirkouk
pour un Kurdistan indépendant, irakien indépendant, ce que ne concède pas l'État central irakien non plus. Donc on voit bien que la problématique du pétrole dans l'unité arabe disparaît complètement dans ce 21e siècle, avec d'ailleurs une problématique aussi d'une gestion des cours du pétrole qui devient quasiment impossible. Elle est quasiment impossible parce qu'effectivement l'instabilité en fait des cours pétroliers se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En revanche, il n'y a plus de projet pan-arabe du pétrole. On peut évoquer un projet pan-islamiste en fait du pétrole. C'est du moins ce que j'essaie de défendre, puisque Daesh, mais à la suite d'Al-Qaïda, commence à théoriser de façon à la suite de tout, de Al-Souri et puis de Ben Laden lui-même, dont on a retrouvé quelques notes à ce sujet-là, à théoriser ce que serait le prix d'un pétrole juste, d'un baril juste, qui pourrait bénéficier, alors non plus à l'ensemble des Arabes, mais à l'ensemble des musulmans. Et donc, toute une réflexion théorique depuis la fin des années 90 et surtout début des années 2000, où pour la première fois, on voit Al-Qaïda, puis plus tard Daesh et d'autres variantes, justifier des attaques contre les intérêts pétroliers, ce qui auparavant aurait paru tout à fait irrationnel ou logique de s'attaquer à des ressources qui pourraient nous profiter, défendre donc des attentats contre des intérêts pétroliers, notamment dans le Golfe et en Arabie Saoudite. On voit donc émerger en fait dans ces écrits un intérêt pour ce que serait un pétrole au service de l'islam, non pas seulement donc des organisations islamistes ou djihadistes, mais qui à terme devraient servir à l'ensemble de la communauté musulmane, dans des termes qui au fond rappellent un peu ce qu'on avait pu avoir dans les années 60, dans une variante évidemment beaucoup moins violente, et bien sûr, mais de pétrole au service de la communauté, cette fois-ci des Arabes. C'est des termes qui sont souvent proches quand on compare et qu'on saute donc une génération. Dans cette diversification que tu as évoquée, Philippe, les pays du Golfe jouent incontestablement un pays pionnier. Ce sont les pays où le mot d'ordre de la diversification post-pétrolière ou la diversification pétrolière s'est imposée le plus tôt possible. Kevin, je crois que tu as quelque chose à nous dire dessus. Oui, je crois que tu as eu parfaitement raison déjà de revenir sur la notion de choc pétrolier, que c'est une notion occidentalo-centrée qui oublie de dire qu'on voit que de notre côté notre dépendance au pétrole, mais on oublie de voir que les pays du Golfe sont des économies rentières qui sont elles-mêmes dépendantes du pétrole, de leur vente de pétrole. Donc on devrait plutôt parler d'une interdépendance qu'une dépendance. Et j'en avais en effet parfaitement conscience. On retrouve la stratégie de Jackie Yamadi dès les années 70 de la participation. Il y avait également derrière cette idée-là, dans son discours, il dit qu'il y a également le risque que les Occidentaux développent d'autres gisements ailleurs et qu'on perde nos ressources. Et il voulait également gagner du temps avec l'idée de diversifier leurs économies. Sauf que malheureusement, ces projets de diversification de l'économie ont souvent périclité. Il y a eu dès les années 70 des projets d'industrialisation, à l'origine dans l'industrie parapétrolière, mais également dans d'autres secteurs comme la sidérurgie. Grâce à l'argent du pétrole, ils ont pu construire plusieurs complexes industriels. Donc c'est bien en Arabie Saoudite ou au Qatar autour d'Umm-Saïd. Mais le problème de ces complexes, c'est souvent ils sont d'une taille trop modeste. Chaque État du Golfe voulant sa propre industrie nationale, ils ne sont pas parvenus à s'entendre pour créer une industrie à échelle régionale. Mais chaque pays a voulu créer sa propre industrie dans des rivalités entre les différents émirats et donc n'ont pas atteint le seuil critique qui leur permettrait d'avoir une taille suffisante pour être compétitifs à l'échelle internationale. Donc ces industries ont été construites, mais elles ne sont clairement pas compétitives. Elles tournent toujours encore de nos jours grâce aux subventions de l'État, mais simplement dans les cadres des marchés protégés, dans le cadre de leurs propres États. Elles ne sont pas compétitives. Et se pose toujours à l'heure actuelle cette question de la diversification des économies et de l'après-pétrole. Et c'est une question qui n'a pas été réglée. Les quelques États qui sont le plus avancés, sans surprise, ce sont les États où les réserves de pétrole sont les plus faibles. On va retrouver Dubaï et Bahreïn avec différentes stratégies. La stratégie la plus courante, ça va être de mettre en avant le développement touristique avec les plages du Golfe Persique, avec le développement de complexes touristiques avec des hôtels souvent centrés sur un tourisme haut de gamme, avec différents partenariats comme avec le groupe français Accor, donc développer des plages, des activités de loisirs. On pense surtout à Dubaï avec les différents projets comme Palm Island, World Island qui ont largement été mis en avant, qui rentrent dans cette stratégie de diversification. Dans le cas de Dubaï, on peut également mettre en avant une stratégie en termes de transport avec le choix de l'émir de Dubaï de faire du port de Dubaï un
hub international dans le transport maritime. Alors un hub, c'est un nœud dans le pôle de transport, puisque à l'heure actuelle, dans le transport maritime, le trafic est polarisé autour de quelques grands hubs qui ont les infrastructures d'accueillir les fameux porte-containers géants qui peuvent de nos jours transporter jusqu'à 20 000 porte-containers. Tous les ports n'ont pas les infrastructures pour accueillir ces porte-containers géants. Il faut donc des hubs pour accueillir ces porte-containers géants et les décharger sur des navires plus petits afin de les redistribuer. C'est la stratégie qu'a fait l'émir de Dubaï dans les années 90, qui est de faire du port de Dubaï un hub à l'échelle du Golfe Persique et même plus généralement de l'océan Indien vers l'Afrique, qui est une réussite, puisque à l'heure actuelle, le port de Dubaï fait partie des premiers ports mondiaux en termes de porte-containers. Mais en dehors de ces deux exemples, qui est le développement de l'industrie touristique et le développement de l'infrastructure portuaire à Dubaï, la diversification des économies dans le Golfe Persique reste encore très limitée. Et il faudra trouver une solution. Les fonds souverains qu'ont créés les différents États arabes, suivant le modèle c'était le modèle koweïtien, le fonds souverain koweïtien, permettent de dégager certes des revenus importants, mais ce n'est pas une stratégie de développement pour ces États-là. On a donc un défi encore à relever. Donc au fond, on en revient au fait que le pétrole arabe n'est pas fini pour les pays arabes. Tu as évoqué donc deux sources de diversification. Si on en revient au domaine énergétique plus proprement dit, la diversification des principaux pays producteurs, effectivement, se produit en fait dans deux sens. Ou bien une diversification dans les ressources de l'énergie, c'est le modèle de développement des grandes centrales solaires notamment, dans lequel le Maroc, mais aussi les Émirats, et d'une certaine façon la rivalité entre Abu Dhabi et Dubaï aussi sur ce plan-là est assez exemplaire, avec la mise en place d'immenses champs solaires pour profiter d'une situation géographique effectivement propre aux pays arabes, qui est très propre. La mise en place aussi de champs éoliens. Et là, l'Égypte, par exemple, se targue d'être le pays où cette énergie au sein du monde arabe se développe le plus vite, avec la mise en place de grandes éoliennes. Et là aussi, on profite d'une situation géographique effectivement très particulière et propice pour des pays comme l'Égypte. Ou bien ça va jusqu'à un projet qu'on en a beaucoup parlé à la fin de l'année dernière, c'est le lancement de réacteurs nucléaires, le premier avec Baraka, donc aux Émirats arabes unis. La deuxième dimension de diversification, c'est une diversification pétrolière en fait, du post-pétrolière, mais qui reste quand même pétrolière, avec le développement d'une industrie pétrochimique en particulier et la mise en place d'une industrie de production de produits pétroliers de plus en plus diversifiés, avec une valeur ajoutée de plus en plus forte. Et là, pour les pays arabes, on voit quand même des grandes industries majeures qui s'imposent sur le marché mondial. La plus grosse entreprise dans ce domaine-là, c'est la SABIC saoudienne, qui incontestablement quand même a réussi à devenir une entreprise leader et qui pèse lourdement là-dedans. Les derniers projets dont on a évoqué la naissance au début de l'année et à la fin de l'année, c'est les projets d'hydrogène vert, qui deviennent une grande mode dans tous les pays arabes, de l'Arabie Saoudite avec sa cité Neom en cours de construction, assez hypothétique d'ailleurs en haut, et puis dans l'ensemble des pays du Maghreb, qui sont d'ailleurs souvent des projets menés en coopération avec des industries européennes, notamment allemandes, pour les pays du Maghreb, de développement d'un hydrogène produit à partir de ressources renouvelables, d'où le terme de vert. Et c'est ce avec quoi je voudrais terminer, c'est que au fond, avec cet hydrogène vert et puis cette préoccupation pour la diversification, on voit aussi que le pétrole, s'il n'est pas fini pour les pays arabes, devient quand même un produit de plus en plus banal, au sens où on n'est plus dans le cas des révolutions, comme tu l'as justement évoqué, on est dans le cadre d'une réflexion sur la privatisation des intérêts pétroliers, des industries pétrolières, une privatisation aussi du marché du travail, où on encourage de plus en plus les gens à non plus faire carrière dans les grandes industries du pétrole, mais dans d'autres industries qui ne dépendent plus du pétrole ou qui ne sont liées au pétrole qu'indirectement. Un désenchantement, en fait, ce que j'appelle un désenchantement pétrolier, qui apparaît aussi dans le fait que le pétrole n'est plus porteur, comme tu l'as dit, Philippe, notamment en Irak, de grands projets révolutionnaires ou de grands projets de développement, mais intégrés à des projets qui précisément mettent en avant d'autres dimensions que le pétrole, même si le pétrole, en fait, en reste l'une des sources de financement majeures. Et puis enfin, on le voit aussi apparaître très clairement dans les années 2000, avec une préoccupation environnementale notamment. On le voit dans les manifestations en Algérie, par exemple, dans le sud algérien. On le voit dans les manifestations même dans le sud de l'Irak, jusqu'à il y a 2 ans, à Tour de Basra. Mais c'est une histoire très longue, cette préoccupation environnementale, qui fait qu'on est de plus en plus réticent, y compris dans les opinions publiques arabes, à ne dépendre que d'une ressource qui, au fond, pollue et qui aussi pose des risques environnementaux majeurs pour les pays arabes. Et de cette façon, la guerre de 90 l'a montré avec cette marée noire qui était la première qu'ont connue les pays arabes et qui a laissé des séquelles très importantes jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que là, on voit bien ce que vous venez d'expliquer, que le pétrole reste une source de financement majeure pour les pays arabes, même s'il est de moins en moins mis en avant, et même s'il devient une source parmi d'autres, au sens où son traitement, sa gestion,
devient une gestion technocratique, purement économique, capitaliste, au fond, même néo-capitaliste, là où auparavant, il servait à polariser des projets politiques très différents. Voilà, je voudrais, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter pour terminer ou me contredire sur si j'ai mal compris ce que vous voulez dire. Pas du tout. Non. L'idée, effectivement, là, c'est que le projet global donc d'un panarabisme qui aurait pu s'appuyer sur la production pétrolière, d'une certaine manière, a failli. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que ça a permis à ces sociétés de connaître un développement absolument unique. Et d'ailleurs, on voit bien la fascination que produit le skyline de Dubaï, d'Abu Dhabi, l'attraction touristique d'ailleurs qu'ont les Émirats arabes unis aujourd'hui. Et donc il faut tempérer quand même cette désillusion avec notamment la volonté, on voit bien la volonté donc de ces États de diversifier leurs sources de revenus et sans abandonner totalement bien sûr les ressources pétrolières. Il y a toujours la question du pic pétrolier, c'est-à-dire donc aurions-nous dépassé le maximum de production possible à partir des gisements connus. Bon, on s'aperçoit que ce pic pétrolier peut être un faux débat au fond, mais qu'il y a une véritable volonté politique des pays arabes, pays du Golfe entre autres, de dépasser cette logique qu'on avait dans les années justement 60-70 de cette industrie lourde, cette industrie pétrolière qui serait industrialisante, qui serait à l'origine du développement donc économique, pour diversifier finalement les sources de revenus de ces pays. Oui, tout à fait. C'est vrai que le grand risque aujourd'hui que tu as rappelé, c'est pas le pic pétrolier, au fond, c'est le pic de la demande. Le dernier rapport de la BP pointait ce risque-là. Au fond, on risque pas le pic pétrolier au sens d'épuisement des réserves ou d'épuisement de la production, mais un épuisement de la demande qui est apparu, alors d'après le rapport de la BP de cette année, donc l'an dernier, notamment lié à la pandémie. Merci beaucoup Kevin Wurstorm, donc doctorant à Paris 1 sur donc, les entreprises françaises, notamment leur rapport avec les pays du Golfe. Merci beaucoup Philippe Tristany, donc spécialiste de l'histoire de l'Irak et de l'Irak Petroleum Company. Et puis enfin, nous remercions donc toute l'équipe de Lima qui nous accueille aujourd'hui. Mati Kabal, donc fidèle organisateur de ces super rendez-vous et tables rondes, et puis Marie Descourtieux pour la programmation culturelle à Lima.